Mhm. Bien, bonjour à tous. Ici Christian Jacquenet, France Télécom Orange. Je crois que Bonjour. nous allons pouvoir commencer. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends. Très bien. Oui. Donc, d'abord, bienvenue à cette deuxième édition des webinaires IPv6 en français, consacrés à vous, représentants des différents ISP et fournisseurs de services IP en Afrique. Je rappelle brièvement que ces séminaires ont pour objectif essentiel de partager les bonnes pratiques pour ce qui concerne les stratégies de migration vers IPv6 et les approches de déploiement possibles. Ce sont des webinaires qui sont organisés en collaboration avec l'Afrenic d'une part et puis l'ISOC, l'Internet Society d'autre part. Et elles ont donc pour vocation de vous encourager à déployer et à définir finalement une stratégie de migration vers IPv6. Vous avez, je pense, devant vous l'organisation de ce webinaire pour aujourd'hui. Nous commencerons par une présentation d'Arthur Cardinal de l'Afrenic qui partagera avec nous les dernières informations concernant l'état du déploiement IPv6 et notamment les statistiques liées à l'événement qui s'appelle IPv6 World Launch qui a été lancé le 6 juin dernier et qui a pour vocation, cette fois-ci, d'activer d'une manière systématique les fonctions de traitement IPv6 dans l'Internet. Et Arthur profita de cette présentation pour nous donner un éclairage en particulier sur ce qui s'est passé depuis en Afrique. Ensuite, je vous présenterai brièvement quelle est la stratégie du groupe France Télécom IPv6 en matière d'IPv6. Nous avons en fait mis en place ce que l'on appelle un programme en mai 2008 qui a pour vocation de définir cette stratégie et d'accompagner l'ensemble des filiales et autres partenaires du groupe France Télécom Orange dans la mise en place de cette stratégie jusqu'à l'organisation de projets, la mise en place de déploiements pilotes et bien sûr la phase de généralisation. Et puis nous terminons ce webinaire par une présentation de mon collègue Maudou Sall de Sonatel qui partagera avec nous l'expérience de Sonatel puisque IPv6 est quelque chose qui est bien connu de mes collègues de Sonatel depuis maintenant plus de 2 ans
et Modou vous donnera quelques informations sur la manière dont le projet IPv6 au sein de Sonatel a pu être organisé et est actuellement conduit. Et puis nous terminons ce webinaire par une session typique de questions et réponses. Pour faciliter la logistique de l'organisation, je vous demanderai de couper votre microphone lorsque vous ne souhaitez pas vous exprimer, et en particulier durant les présentations qui seront faites par Arthur, Modou et moi-même. Et bien sûr, je vous invite également à formuler vos questions par le chat, puisque vous disposez sur la droite de votre écran un espace qui vous permettra en particulier de diffuser les éventuelles questions que vous pourriez avoir pour ce webinaire. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Arthur, si il est avec nous, pour une présentation de l'état du déploiement IPv6 et en particulier des statistiques qui ont pu être collectées à l'issue de l'événement IPv6 World Launch du 6 juin dernier. Arthur, c'est à toi. Ah, il semble que je ne puisse pas donner la main à Arthur. Est-ce que Arthur Cardinal est avec nous? Apparemment non. Dans ce cas, je vous propose de passer à ma présentation et puis j'espère que nous aurons la participation d'Arthur pour une présentation de la Frénic. Donc ça, c'est une présentation qui synthétise un petit peu la stratégie du groupe France Télécom Orange en matière d'IPv6. C'est une présentation relativement brève qui est organisée essentiellement en deux parties. La première partie s'attachera à finalement définir quelle est notre principale motivation pour mettre en place une stratégie IPv6 et une stratégie de déploiement de fonctions IPv6 dans les infrastructures, réseaux et services du groupe. Et puis la deuxième partie sera plus spécifiquement consacrée aux grandes caractéristiques techniques de cette stratégie IPv6. Et je terminerai cette présentation par un état des lieux pour ce qui concerne le déploiement d'IPv6 dans les différentes infrastructures, réseaux et services du groupe, et en particulier dans les projets IPv6 que nous avons pu organiser en collaboration avec les collègues des filiales africaines. Juste une présentation du groupe très brièvement. Le France Télécom Orange représente aujourd'hui un peu plus de 170 000 employés, dont une très grande majorité travaille en France, puisqu'il y a un peu plus de 100 000 personnes qui sont localisées en France. Le groupe a aujourd'hui un petit peu plus de 225 millions de clients dans le monde, ce qui inclut 167 millions de clients mobiles et un peu plus de 14 millions de clients ADSL, avec un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2011 qui est d'un peu plus de 45 milliards d'euros. Alors, pour ce qui concerne la mise en place d'IPv6, en tant que groupe France Télécom Orange, on est essentiellement confronté à deux types de problèmes. Le premier problème, c'est la pénurie d'adresses publiques IPv4, qui est une situation qui est devenue une véritable réalité pour ce qui concerne le continent européen, même si en Afrique, et compte tenu des réserves de blocs d'adresses IPv4 disponibles tels qu'ils sont maintenus par la Frénic, l'échéance de pénurie est aujourd'hui estimée au-delà de 2016. Néanmoins, le groupe France Télécom, et en particulier compte tenu de sa présence sur le continent européen,
doit faire face, comme les autres opérateurs européens, à ce phénomène de pénurie d'adresses. Vous avez peut-être pu lire récemment que le registre régional européen, le RIP, Réseau IP européen, avait annoncé au début du mois d'octobre qu'il commençait à exploiter le dernier /8 qu'il a à sa disposition, ce qui signifie très pratiquement que d'ici à la fin du mois d'octobre, en Europe, le registre régional sera dans l'incapacité de satisfaire à des demandes d'adresses supplémentaires. Et donc, les conséquences sont multiples pour un opérateur européen. La première conséquence, c'est qu'on sera dans l'incapacité de pouvoir produire de nouveaux clients, par définition, puisqu'on sera dans l'incapacité d'associer systématiquement une adresse publique IPv4 à un nouveau client. Et puis, un effet collatéral est lié aux techniques de translation d'adresses qui ont été mises en œuvre juste ici et qui aura pour effet principalement d'observer une dégradation assez sensible de qualité du service tel qu'elle peut être perçue par nos clients, notamment en raison d'une ingénierie de translation d'adresses dont on sait pertinemment qu'elle a des effets extrêmement négatifs sur le comportement de certaines applications, notamment dans le domaine des services de voix sur IP. Je profite également de ce transparent pour signaler que nous avons, dans certains pays, en particulier en France, une autre problématique qui est la problématique de pénurie d'adresses privées, puisque en France, nous avons aujourd'hui un petit peu plus de 25 millions de clients mobiles. Eh bien, avec l'espace d'adressage privé tel que défini par le RFC 1918, c'est-à-dire un maximum de 17 millions d'adresses, nous sommes d'ores et déjà confrontés à un problème de pénurie d'adresses privées qui ne va pas aller en s'améliorant puisqu'on constate également une explosion des services de data mobile, c'est-à-dire la capacité qui est donnée à nos clients mobiles de pouvoir accéder à l'Internet depuis leur smartphone, ce qui génère non seulement du trafic supplémentaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui pose aussi de nouvelles questions en matière de disponibilité du service, puisque la disponibilité du service s'appuie systématiquement sur l'attribution d'une adresse IPv4. Alors ça, si la pénurie d'adresses publiques IPv4 est le principal moteur pour la mise en place d'une stratégie IPv6 pour le groupe France Télécom, au moins pour ce qui concerne l'Europe, ce n'est pas le seul. Et vous avez ici, dans ce transparent, l'argumentaire que j'ai partagé avec mes collègues des différentes filiales africaines pour les inciter effectivement à mettre en place un projet IPv6. Alors il y a d'abord un premier argumentaire qui est assez naturel, qui est la capacité de pouvoir anticiper l'évolution globale de l'Internet et en particulier s'assurer que les clients des ISP africains auront la capacité d'accéder à n'importe quelle partie de l'Internet et en particulier à des contenus qui ne sont accessibles qu'en IPv6. On observe effectivement depuis maintenant un peu plus d'un an une mise en place de contenus qui ne sont accessibles qu'en IPv6 dans la région Asie-Pacifique et je pense en particulier à la multiplication de ces sites qui ne sont accessibles qu'en IPv6 et qui sont mis en place essentiellement par les universités chinoises aujourd'hui, mais également par quelques industriels chinois. Donc l'idée d'anticiper cette évolution globale de l'Internet, c'est se donner la capacité, en tant que fournisseur de services africains, de pouvoir garantir à ses clients qu'ils auront effectivement la capacité d'accéder à n'importe quelle partie de l'Internet, et en particulier à ces contenus qui ne sont désormais accessibles qu'en IPv6, notamment à cause de la pénurie d'adresses globales IPv4. Le deuxième argumentaire, qui est un argumentaire assez important, c'est la capacité de pouvoir consolider le leadership technique et en particulier de promouvoir l'utilisation d'IPv6 en démontrant une expertise robuste et solide pour ce qui concerne ces nouvelles technologies. C'est en effet la pierre angulaire du développement du business et notamment auprès des entreprises, puisque le marché des entreprises est un marché qui est particulièrement sensible à l'évolution globale de l'Internet vers l'introduction d'IPv6, ne serait que pour leur garantir de pouvoir continuer à développer leur business vers les pays de la région Asie-Pacifique. J'ai un écho. Est-ce qu'il est possible de couper le micro Voilà, merci.
Et le troisième argumentaire, c'est de devenir une référence majeure pour ce qui concerne l'IPv6 en Afrique. C'est en particulier ce qu'on a eu l'occasion d'éprouver, notamment avec les collègues de Sonatel. Je pense que Maud Oussal vous en dira un peu plus lors de sa présentation. Lorsqu'on en avait organisé dans le cadre d'un salon haute technologie qui était organisé à Dakar en octobre 2010, on a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre des clients de Sonatel qui étaient particulièrement intéressés et sensibles au fait que Sonatel s'engageait dans la voie du déploiement IPv6, qui a permis en particulier de consolider son expertise et son leadership technique dans les nouvelles technologies. Donc, bien retenir que si le problème de pénurie d'adresses globales IPv4 est un problème que je qualifierais de systématique, qui est particulièrement flagrant et factuel pour ce qui concerne le continent européen, ce n'est pas le seul argumentaire pour mettre en place rapidement une stratégie de déploiement IPv6. Il y a en particulier la capacité d'anticiper l'évolution globale de l'Internet et en particulier de pouvoir garantir à ses clients qu'ils auront la capacité d'accéder à n'importe quel contenu disponible sur l'Internet et en particulier ces contenus qui ne sont accessibles qu'en IPv6. Alors, pour résumer un petit peu la situation à laquelle est confronté un fournisseur de services aujourd'hui, on a finalement deux problèmes. On n'a plus d'adresse IPv4, on a néanmoins deux problèmes, le problème de la pénurie d'adresses, et IPv6 est effectivement la seule solution pérenne au problème de pénurie d'adresses globale IPv4. J'ai eu l'occasion d'indiquer dans le slide précédent que c'était aussi une pierre angulaire pour le développement de nouveaux business, notamment compte tenu de l'évolution du trafic data mobile, mais également la mise en place de nouveaux services de communication. Je pense en particulier aux services de communication machine à machine, M2M, tel que c'est indiqué dans cette slide, qui vous permettront par exemple de pouvoir déployer des réseaux sans fil de capteurs destinés à piloter un système d'éclairage depuis votre smartphone ou encore à installer des capteurs destinés à détecter un mouvement ou de la fumée chez vous. On est en train de réfléchir, en particulier en France, à la mise en place de ce type de service en tant qu'évolution des services que l'on peut offrir à nos clients résidentiels. Et puis bien sûr, on peut trouver d'autres applications pour lesquelles IPv6 peut être vu comme une espèce de pierre angulaire ou de couche fédératrice pour le développement de ces nouveaux services. Dans les environnements industriels, c'est les sites de production automatisés qui s'appuieraient sur le protocole IPv6. C'est également la capacité de pouvoir développer des services de télémédecine, par exemple, qui pourront tirer bénéfice des capacités d'autoconfiguration, notamment du protocole IPv6. Donc IPv6 est non seulement la solution pérenne à la pénurie d'adresses globales IPv4, c'est également une solution qui couvre à la fois le marché résidentiel, le marché des mobiles, le marché du wholesale lorsque ça s'applique dans certains pays, en particulier là où la dérégulation est active, et puis bien sûr le marché des entreprises. Donc ça c'est le premier problème, et à ce problème-là, ce problème de pénurie d'adresses, IPv6 est la solution. On a cependant un deuxième problème qui est un problème connexe, très caractéristique de la période de transition qui s'annonce et qui va s'étaler sur plusieurs décennies, qui est le problème de ce que l'on appelle la continuité de service IPv4, c'est-à-dire la capacité pour un opérateur à garantir à ses clients qu'ils pourront toujours accéder à l'Internet IPv4, tout en sachant que l'on ne pourra plus leur affecter d'adresse globale IPv4. Donc ce problème de continuité de service IPv4 n'est pas résolu par IPv6 parce que l'on va rentrer dans une période de transition pendant laquelle l'ensemble de l'Internet et en particulier l'ensemble des contenus disponibles sur Internet ne seront pas accessibles en IPv6 et pour autant il faudra encore une fois être capable de garantir à vos clients qu'ils continueront d'accéder à l'Internet IPv4 et en particulier vos nouveaux clients. Donc ça c'est une problématique qui est très particulière et qui, très franchement, de l'expérience que l'on a aujourd'hui, surtout en zone européenne, puisque ça c'est un problème qui ne va pas se poser tout de suite dans le continent africain, notamment compte tenu des réserves de blocs d'adresses dont dispose l'Afrique aujourd'hui, ça c'est un problème qui pose le plus de difficultés techniques que la seule introduction d'IPv6 proprement dite pour répondre à cette pénurie d'adresses globales IPv4, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors en deux mots, stratégie IPv6 du groupe France Télécom Orange, pour ce qui concerne les accès fixes, repose sur une architecture qu'on appelle une architecture double pile ou dual stack, c'est-à-dire la capacité qui est donnée à chacune des composantes élémentaires d'un service de communication donné, que ce soit un service d'accès à l'Internet, un service de voix sur IP, voire même un service IPTV, de pouvoir traiter indifféremment du trafic IPv4 et du trafic IPv6. C'est
la stratégie qui nous permet d'introduire IPv6 dans nos infrastructures réseau et services de la façon la plus souple et la plus transparente possible pour nos clients. Il faut effectivement garder à l'esprit que la très grande majorité de nos clients sont des clients qui ne sont pas nécessairement familiers avec la technique IP et qui, d'une certaine façon, se moquent un peu de savoir si le service auquel ils accèdent est un service qui s'appuie plutôt sur le protocole IPv4 ou plutôt sur le protocole IPv6. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils puissent non seulement accéder à ce service, mais y accéder avec des conditions de qualité, de sécurité, de disponibilité qui soient compatibles avec la nature du service auquel ils souhaitent accéder. Donc c'est pour ça que l'on pense aujourd'hui qu'une architecture de double pile est la meilleure réponse technique possible pour une introduction progressive et transparente du protocole IPv6 dans les infrastructures, réseaux et services actuels. Alors pour ce qui concerne les aspects techniques, vous avez dans ce transparent sur la droite un schéma qui résume un petit peu notre approche. Pour ce qui concerne nos infrastructures réseau, ce que l'on privilégie, c'est d'une ingénierie, ce qu'on appelle une ingénierie 6PE, où finalement seuls les routeurs de la périphérie du backbone seront des routeurs dual stack à part entière, c'est-à-dire qu'ils activeront non seulement une pile IPv4, mais également une pile IPv6. Le choix que l'on fait, qui est ce choix d'ingénierie 6PE, est essentiellement motivé par le fait que l'on souhaite effectivement préserver le cœur du backbone, et en particulier préserver MPLS, la technique de commutation par label, comme étant la technique de commutation privilégiée, quelle que soit la nature du trafic, que ce soit du trafic IPv4 ou du trafic IPv6, qui va transiter sur l'infrastructure. Il y a au moins deux raisons à cela. La première raison, c'est que cela nous évite de migrer les routeurs du cœur du réseau en IPv6. On continue de s'appuyer sur une machinerie. Merci de couper vos micros. On continue de s'appuyer sur une technique de commutation qui est la technique de commutation MPLS, c'est-à-dire que les LSP, c'est-à-dire les Label Switch Paths, ces chemins ou ces routes MPLS, vont servir non seulement à acheminer du trafic IPv4, mais également du trafic IPv6. La deuxième raison, c'est que ce choix d'ingénierie 6PE nous permet d'éviter d'activer un protocole de routage dynamique IPv6 particulier, que ce soit OSPF-v3 ou les TLV qui sont spécifiques à IPv6 pour ce qui concerne le protocole ISIS. Donc l'ingénierie 6PE est finalement un moyen de réduire l'OPEX lié à l'introduction de fonctions de traitement IPv6 dans les infrastructures MPLS de nos réseaux. La deuxième caractéristique, c'est que les CPE, c'est-à-dire les équipements que l'on installe chez nos clients, sont des routeurs dual stack à part entière et donc par conséquent, ils ont la capacité de traiter évidemment indifféremment du trafic IPv4 et du trafic IPv6. À noter bien sûr que l'on ne fait strictement aucune supposition quant à la nature des OS qui seront utilisés par nos clients, que ce soit un Windows XP, un Windows 7 ou un Windows Vista qui active IPv6 par défaut, et quelle que soit la nature des applications qui sont utilisées par nos clients, eh bien, le terminal utilisé par nos clients s'appuiera sur les ressources de la pile IPv4 ou sur les ressources de la pile IPv6 en fonction de la nature de l'application, du service ou du contenu auquel il souhaite accéder. L'autre particularité, c'est qu'à chacun de nos clients, on ne va donc plus associer une adresse globale IPv4, simplement parce qu'on n'en a plus, mais on va lui affecter un préfixe IPv6. Ce sera un préfixe de type /56 pour permettre une certaine flexibilité quant à l'ingénierie des subnets physiquement distincts qui pourront être utilisés par nos clients, en particulier des clients qui ont une petite entreprise chez eux et qui souhaitent différencier le trafic de leur propre entreprise du trafic plus personnel. Donc ça justifie au moins deux subnets. Et en IPv6, eh bien, on essaye de se caler sur ce qu'on appelle les nibble boundaries, c'est-à-dire des frontières d'octets, et donc on passe d'un préfixe d'une longueur minimale qui serait de /64 à un préfixe qui sera l'objet de notre offre, qui sera de longueur /56. Pour certains de nos clients, je pense en particulier aux grosses entreprises, on aura la capacité de leur allouer un /48 par site dans le contexte de la mise en place d'une offre de VPN IPv6 particulièrement. Les préfixes proprement dits sont alloués dynamiquement au CPE grâce aux ressources du protocole DHCPv6, qui est la version 6, ou du moins je dirais la version IPv6, si vous voulez, du protocole DHCP. On utilise les ressources du protocole DHCPv6 dans un contexte que l'on appelle délégation de préfixe, où c'est l'équipement d'accès qui va embarquer la fonction serveur DHCPv6, que l'on appelle Delegating Router dans la technologie associée, et qui va donc se charger de répondre
aux demandes d'allocation de préfixes qui sont générées par le client DHCPV6 qui lui est embarqué dans le CPE. Pour ce qui concerne les terminaux IPv6 qui sont connectés derrière le CPE, eh bien ceux-ci vont former automatiquement leur adresse grâce à un mécanisme particulier qui fait partie des fonctions supportées par le protocole ICMPv6, qui est ce qu'on appelle le mécanisme SLAC pour Stateless Address Auto-Configuration. Donc ça, c'est un mécanisme d'automatisation, c'est-à-dire que dès l'instant que vous activez l'API IPv6 sur votre terminal et que vous connectez ce terminal sur votre réseau local, eh bien celui-ci va former automatiquement au moins une adresse sur l'interface de raccordement du terminal au réseau local, qui est ce qu'on appelle une int local address. Et en fonction des informations qui sont annoncées par le CPE installé chez le client, le terminal va ensuite former automatiquement sa propre adresse publique avec laquelle il aura la capacité de pouvoir accéder à Internet IPv6. Un dernier commentaire sur cette slide. Je vous ai parlé tout à l'heure de la problématique de continuité de service IPv4. Nous avons fait le choix au sein de France Télécom de répondre à cette problématique par l'introduction de ce que l'on appelle des fonctions CGN pour Carrier Grade NAT, qui vont finalement déporter la fonction NAT qui est aujourd'hui activée par défaut dans les CPE. J'imagine que c'est le cas pour les CPE que vous déployez chez vos clients. Une fonction NAT est activée par défaut, fonction de translation d'adresse. Et bien cette fonction de translation d'adresse va être déportée dans le réseau, dans des équipements que l'on appelle donc des CGN. Et pour ce qui concerne le trafic IPv4 proprement dit, eh bien celui-ci sera systématiquement encapsulé dans des paquets IPv6 qui seront acheminés vers l'une ou l'autre des fonctions CGN disponibles dans l'infrastructure d'accès de nos réseaux, et c'est ce qu'on appelle la technique DS-Lite. Je ne vais pas forcément m'étendre sur cette problématique de continuité de service IPv4 parce qu'encore une fois, en Afrique, c'est une problématique qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Sachez simplement que l'on souhaite promouvoir l'usage d'IPv6 au travers de cette problématique de continuité de service IPv4. Et donc en particulier, ça passe par un travail d'évangélisation, de communication auprès de nos clients sur leur intérêt à utiliser IPv6, simplement parce que l'on sait d'ores et déjà que l'introduction de fonctions NAT dans le réseau va générer d'autres problèmes qui sont résumés en particulier dans ce transparent, des problèmes sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais bien sûr je suis à votre disposition pour en discuter plus finement si vous le souhaitez. Pour ce qui concerne notre stratégie concernant l'introduction d'IPv6 dans les services mobiles, eh bien, on s'appuie là encore sur le principe d'une architecture double pile, c'est-à-dire qu'on va fournir, en plus d'une adresse privée IPv4 allouée au terminal mobile utilisé par nos clients mobiles, on va leur fournir un préfixe IPv6, cette fois-ci un /64. La particularité de l'environnement mobile, c'est que, à des fins d'optimisation, et en particulier d'optimisation de la bande passante, de l'utilisation de la bande passante dans l'infrastructure d'accès, on doit mettre à niveau nos infrastructures réseau mobile de façon à se conformer à la version 8 des spécifications 3GPP pour ce qui concerne l'introduction de ce qu'on appelle la 4G, et à la version 9 des spécifications 3GPP pour ce qui concerne les infrastructures 3G actuelles. Et ça va nous permettre en particulier de n'utiliser qu'un seul contexte PDP, Packet Data Protocol, pour véhiculer à la fois le trafic IPv4 et le trafic IPv6 à destination de l'Internet. Et de cette façon, on évite l'établissement d'un contexte PDP distinct en fonction de la nature du trafic qui va être généré par notre client. Donc ça, c'est une phase de migration de nos infrastructures mobiles qui est en cours dans un certain nombre de pays et que l'on est en train de développer, notamment avec certaines filiales africaines. Alors bien entendu, le but ultime pour ce qui concerne notre stratégie IPv6 dans l'environnement mobile, c'est de ne plus allouer à nos clients mobiles qu'un seul préfixe IPv6. Et dans ce cas-là, pour ces clients qui souhaitent évidemment continuer d'accéder à l'Internet IPv4, on a choisi de déployer ce qu'on appelle des fonctions NAT6 qui ont la responsabilité de finalement convertir en quelque sorte le trafic IPv6 en du trafic IPv4, de façon à ce que ces clients puissent, encore une fois, accéder à Internet IPv4. Et en termes d'ingénierie, on est en train d'expérimenter des fonctions NAT6 que l'on déploie à hauteur des équipements GGSN dans un réseau 3G ou l'équivalent en réseau 4G qui sont les paquets gateway. Un point particulier sur lequel je souhaite insister dans ce transparent, c'est qu'il est important que les développeurs d'applications puissent fournir des widgets, par exemple les applications que vous récupérez sur
sur le catalogue Android ou le catalogue Apple des applications qui puissent être capables de fonctionner indifféremment sur une pile IPv4 ou sur une pile IPv6. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas systématiquement le cas, mais on est en train de développer une collaboration avec la communauté des développeurs d'applications de façon à ce que les applications futures qui seront disponibles sur ce type de catalogue puissent fonctionner indifféremment sur une pile IPv4 ou sur une pile IPv6. L'autre point intéressant que l'on essaye de développer, c'est d'utiliser IPv6 comme un catalyseur pour le déploiement de services de communication machine à machine qui s'appuieront en particulier sur les ressources d'infrastructures mobiles. Alors justement, pour ce qui concerne les aspects de communication machine à machine, d'abord on pense qu'IP est effectivement une couche fédératrice. On parle de l'Internet des objets et donc IPv6 en particulier a la capacité en termes de fonctions d'autoconfiguration, de découverte automatique de voisins, de services grâce aux ressources du protocole ICMP-v6, etc., de pouvoir être un candidat naturel pour le déploiement de ce nouveau type de service. Et on a aujourd'hui eu l'occasion d'expérimenter dans 2 de nos laboratoires des services de communication machine à machine qui s'appuyaient sur des capteurs qui embarquaient une pile IPv6 et seulement une pile IPv6 compte tenu en particulier des contraintes en matière d'énergie et de ressources au CPU pour ce type de technologie. Néanmoins, c'est juste pour vous dire qu'on est effectivement dans une phase d'expérimentation avec une technologie qui est désormais disponible et qui tire complètement bénéfice des ressources du protocole IPv6. Et à titre d'exemple, on a défini des partenariats avec, par exemple, EDF, Électricité de France, pour la relève automatisée de compteurs EDF, compteurs d'électricité, chez les habitants, et ça va s'appuyer sur l'utilisation des ressources du protocole IPv6. Voilà le type d'application auquel on pense et pour lequel on pense également que IPv6 est un vecteur privilégié pour la mise en place de ce type de service. Alors pour terminer, en termes de statut, on a une offre de transit IPv6, c'est-à-dire qui permet aux opérateurs de pouvoir récupérer le full routing IPv6 qui est disponible depuis 2002. On l'avait mis en place en fait pour les besoins de la recherche académique en France à cette époque-là. Maintenant, c'est un service commercialement disponible qui est fourni par le service OTI, Open Transit, que certains d'entre vous connaissent. Nous avons aujourd'hui 20 pays qui ont engagé des actions IPv6, des actions sous la forme de projets, avec un certain nombre de déploiements pilotes qui ont commencé depuis 2010, en particulier en France, mais également en Moldavie et puis au Sénégal. On verra notamment avec la présentation de Modou où ils en sont pour ce qui concerne le déploiement d'IPv6 à Senatel, et puis la Pologne depuis 2011. Pour ce qui concerne cette année, nous sommes sur le point d'ailleurs de lancer le service de connectivité IPv6 en Pologne, qui est l'une des filiales majeures du groupe France Télécom pour ce qui concerne l'Europe, avec une expérimentation qui va débuter dès la fin de cette année avec une ouverture commerciale du service qui est planifiée très probablement pour le premier trimestre de l'année prochaine. À signaler également que le service de VPN, donc de réseau privé virtuel, en IPv6 est quelque chose qui est disponible depuis 2009 et on a défini en particulier un ensemble de services de consulting pour aider nos clients d'entreprise à définir et à les accompagner dans la mise en place d'une stratégie IPv6. Et puis un autre point important, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on organise ce type de webinaire avec vous, c'est la formation en IPv6, qui est également une pierre angulaire pour l'appropriation du protocole. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 1000 collègues dans le groupe France Télécom au total qui ont pu être formés à IPv6. Voilà, un dernier point sur la France. Le backbone est désormais IPv6 ready, donc on s'appuie sur une ingénierie 6PE comme j'ai eu l'occasion de le mentionner. Nous avons quelques pairings qui sont actifs et pour ce qui concerne les clients en France, l'ouverture du service est en principe pour les clients fixes et planifiée pour la fin 2013, début 2014, notamment compte tenu des perspectives de pénurie d'adresses IPv4 que l'on rafraîchit pratiquement toutes les semaines maintenant. Pour ce qui concerne la France et compte tenu des réserves disponibles en matière d'adresse IPv4. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai déjà débordé assez largement sur l'horaire. Donc si Arthur est avec nous, je vais peut-être lui passer la parole pour... Voilà, je suis prêt, Christian. Ah, très bien. Arthur, c'est à toi. Ok. Arthur, c'est à toi.
Voilà. Donc, je tenais d'abord à remercier l'équipe de iVoc ainsi que Orange pour cette initiative et également mon collaborateur Hicham. Et en fin de compte, j'aimerais aussi dire merci à Christian pour cette brillante présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Allô? Allô? Oui, J'entends. je t'entends. Fort et clair. Vous m'entendez? Ok, très bien. Donc, j'aimerais très rapidement parler du statut de déploiement de l'IPv6 et quelques statistiques depuis le lancement de l'IPv6 en juin. Ok, et donc nous, en tant que registrar africain, quelle est notre participation ou quelles sont nos initiatives en termes de déploiement de l'IPv6 en Afrique? Et donc, brièvement, j'aimerais vous parler de ce que Afrinic fait comme activité au niveau de l'Afrique. Bon, donc, il y a 3 points. Je vous parlerai premièrement de ce que Afrinic fait, ensuite quelques activités, initiatives, et puis, sans oublier quelques chiffres qui vont étayer mes propos et le dynamisme de l'IPv6 en Afrique. Bon, en tant qu'Afrinic et registre de Internet en Afrique, nous avons été mis en place en 2005. Ok, et donc nous sommes en tant qu'une activité, en tant qu'une organisation non lucrative. Le siège est basé à Maurice et Afrinic est une association composée d'entreprises et tout ce qui est organisme en Afrique qui utilisent l'adresse IP. Et donc, c'est l'ensemble de nos membres, tous les utilisateurs des ressources Internet, qui ont mis en place l'organisation qui s'appelle Afrinic. Donc, elle n'est pas une entreprise à but lucratif, c'est une association. Donc, voilà. Et donc, quelles sont concrètement nos activités? Nous sommes chargés d'attribuer les adresses IP et effectivement, tout ce qui concerne des adresses AS également, gérer la base de données WIS de telle sorte que tous ceux qui voudraient avoir des informations sur telle adresse IP peuvent se loguer de façon, je peux dire de façon publique, et ce n'est pas privé. Donc, tout le monde peut accéder à cette base de données et pouvoir faire des recherches. Nous faisons également la configuration des zones DNS, OK, inversées. Nous faisons également la formation, tout ce qui est technologie de l'Internet. Nous appuyons les gouvernements africains et tout ce qui est comme entreprise ici, en termes de politique, okay, de l'Internet en Afrique. Nous, en collaboration également avec les autres IRIR, RIPE, LACNIC, ACNIC et ARING, okay, la mise en place de l'infrastructure RPKI afin de certifier l'authenticité des adresses qui sont sur Internet. Nous avons également mis en place quelques infrastructures de points d'échange en collaboration avec les différents opérateurs. Et donc, tout ce qui concerne les points d'échange, les DNS Road Service Copy, etc., etc. Donc, voici plus ou moins ce que nous offrons en termes de services. Ensuite, je vais vous parler de quelques statistiques. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, allô? C'est bon. Oh, okay. Bon, donc, brièvement, quelques statistiques de l'IPv6 dans le monde. Et si vous allez sur la base de données de RIPE, vous avez la tendance actuelle des réseaux qui sont accessibles en IPv6. Et aujourd'hui, la tendance est à la progression. Okay. Il y a aujourd'hui en moyenne 14,3% des réseaux qui sont aujourd'hui accessibles en IPv6. Et principalement en Afrique,
nous tournons autour de 13,14%. Et ce qui est une progression, parce que je vais vous expliquer plus tard quelles ont été les initiatives. Parce qu'il y a très peu de temps de cela, nous étions quasiment à moins de 2% il y a 1 ou 2 ans. Mais depuis la politique qui a été mise en place par Afrinic et la politique globale qui a été supportée par ESOP pour la promotion de la IPv6, il y a eu un bond considérable de réseaux qui ont décidé maintenant de migrer en IPv6. Donc, vous avez ici dans ce graphe quelques statistiques en termes de demande d'adresse IPv6 des blocs de /32. Et vous verrez que depuis 2009-2010, il y a eu un pic énorme. Donc aujourd'hui, fin septembre, nous sommes à 304 /32 qui ont été alloués à nos membres des adresses IPv6. Et principalement, ces adresses ont été demandées dans les 10 pays où l'activité Internet est très intensive. Vous verrez l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie, le Ghana, l'Angola, l'île Maurice, l'Ouganda, l'Égypte et également la Zambie. Voici les 10 pays qui sont très avancés en termes de déploiement de l'IPv6. Également, dans ce tableau qui suit, vous avez l'élément comparatif qui montre le dynamisme de l'Internet depuis 2010 à 2012, comme précédemment dit dans le slash. Là, aujourd'hui, nous sommes passés il y a 2 ans de 5,5% des ASN africains ayant annoncé des préfixes IPv6. Et depuis quelques années, moins de 2 ans, nous sommes passés à 13,47%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de progrès en Afrique. C'est une tendance qui est appelée à croître vu la politique qui a été mise en place, le webinaire et pas mal de promotions au niveau de rencontres des autorités. Et donc, il y a pas mal d'activités qui sont mises en place afin de pouvoir booster la migration vers l'IPv6. Donc là, nous passons directement à la troisième question qui serait quelles sont réellement la stratégie qu'Afrinic a mise en place afin de pouvoir appuyer le développement de l'IPv6. Plus tard, je parlerai je donnerai quelques exemples de certains pays de façon concrète où il y a eu vraiment ce changement-là vers la migration de l'IPv6. Donc, quelles sont les initiatives d'Afrinic? Depuis 2005, nous avons engagé plus de 1,5 million de dollars pour la formation de nos membres en termes de la promotion de l'IPv6. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons 579 réseaux qui ont des préfixes IPv6. Et sur cela, nous avons quasiment 13,47% de tous ceux-là qui ont pu migrer totalement en IPv6. Donc, nous croyons que la tendance est appelée à croître vu la demande actuelle d'adresse IPv6 de la part de nos membres. Nous avons mis en place des programmes de formation de tout ce qui concerne la politique et les stratégies IPv6, ainsi que la gestion des ressources qui sont allouées à nos membres. Donc, nous avons organisé des modules de formation pour nos ingénieurs, les administrateurs systèmes, et il y a plus de 600 ingénieurs et managers qui ont été formés dans 30 pays sur les 2 dernières années. Donc, c'est un département très dynamique au niveau d'Afrinic en termes de couverture de l'Afrique et préparer les Africains et préparer les entreprises africaines également à pouvoir mettre en place des stratégies de déploiement vers l'IPv6. Nous avons également mis en place depuis 2012 un programme qui s'appelle le Tinga Tinga, qui est un tunnel broker qui a été mis en place en Afrique du Sud et au Kenya, qui permet aux entreprises qui n'ont pas encore l'accessibilité à l'IPv6 de pouvoir tester et de pouvoir voir la progression, les avantages de l'IPv6 et quitte maintenant à eux de pouvoir se rapprocher de nous et développer avec eux ou avec elles
leur politique de migration vers l'IPv6. Donc, c'est un endroit spécifique où le monde peut se déplacer avec son ordinateur et aller tester l'IPv6. Nous avons mis en place avec l'appui de Hicham, qui est notre IPv6 Programme Manager, le Task Force IPv6 pour l'Afrique, et vous avez le site web où nos ingénieurs et tous les membres et tous ceux qui sont impliqués dans le développement de l'IPv6 peuvent apporter leur point de vue et contribuer au développement de l'IPv6. Donc, ça a été mis en place et nous sommes en train de faire la promotion afin que cela soit plus dynamique et que nos ingénieurs et tous ceux qui sont impliqués en termes de gouvernement, en termes de décideurs, etc., puissent apporter leur point de vue et que nous puissions, comme l'Europe, avancer très rapidement en termes de déploiement de l'IPv6. Nous sommes également membres du consortium Deploy, qui est un programme européen qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir 3 Web Labs qui permettront à tous ceux qui ne peuvent pas participer directement et de façon physique à nos sites de pouvoir de façon remote, participer à ces formations-là. Donc, ça, c'est un élément important que nous avons mis à la disposition également des universités et des enseignants et tous les chercheurs et tous ceux qui voudraient avoir une connaissance plus approfondie de pouvoir facilement accéder à nos labs et de pouvoir faire des tests. Nous, avec un dernier point également, c'est ce que nous sommes en train de faire en collaboration avec France Télécom Orange et l'ISOC, participer et organiser des webinaires pour la promotion de l'IPv6. OK. En termes de, toujours concernant les initiatives, nous avons mis en place une stratégie très simple qui permet d'appuyer nos membres dans la planification, la formation et l'implémentation de leurs projets. Et donc, Hicham ainsi que toute l'équipe d'Afrique a mis en place une stratégie qui permet tout simplement de discuter avec nos membres, de pouvoir les questionner et d'avoir un feedback de leur part concernant tous les projets. Parce qu'une fois que nous formons nos ingénieurs, quand je parle de nos ingénieurs, je parle des membres d'Afrique, il est important de les suivre après. Voilà. Une fois qu'ils ont été formés, quels sont les projets qu'ils ont dans leur pipe et comment les aider à l'implémentation. Nous avons aussi mis en place une politique de facilitation d'accès aux adresses IPv6. Actuellement, les adresses IPv6 sont gratuites pour nos membres. Donc, elles ne sont pas payantes. Je veux dire, l'accès n'est pas payant. C'est vrai que nous ne vendons pas les adresses, mais les frais d'accès à l'IPv6 ne sont pas payants. Et donc, pour l'ensemble de nos membres déjà qui ont déjà des adresses IPv4, peuvent demander des adresses IPv6 et qui leur seront données gratuitement. Donc, le minimum aujourd'hui que nous offrons à tous ceux qui sont des DSP, c'est 1/32. Maintenant, tous ceux qui sont des utilisateurs finaux peuvent demander des /48. Mais nous pouvons aller au-delà des /32 s'il y a un besoin qui se justifie au niveau de nos membres. Et pour terminer, nous facilitons aujourd'hui, il y a un élément sur lequel j'aimerais aussi m'arrêter, c'est faciliter l'adhésion à Freenix. Parce qu'aujourd'hui, en tant que RIR, pour pouvoir bénéficier de l'IPv6, il faut nécessairement des événements, et c'est ce qui se fait partout au niveau des différents continents. Donc, nous facilitons aujourd'hui nos membres, nous les contactons, nous organisons des séminaires afin de pouvoir mieux les sensibiliser. Et pour ceux qui n'ont pas des adresses IPv6 ou IPv4, nous les demandons de revenir au niveau de s'adresser à Freenix. Et nous avons mis en place sur notre site web des informations très utiles pour tous ceux, pour tous celles qui seraient intéressés à pouvoir demander des adresses IPv6 et pouvoir faire des tests et voir plus loin implémenter cela dans leur réseau. Donc, voici plus ou moins les politiques que nous avons mises en place qui permettent aujourd'hui cette croissance de l'IPv6 en Afrique.
Et donc, nous avons, c'est vrai que les slash étaient autant trop longs, j'ai décidé vraiment de raccourcir, de donner quelques exemples aujourd'hui en termes de promotion de l'IPv6. Vous prenez le cas de la Tanzanie, il y a eu des actions vis-à-vis du gouvernement et des régulateurs qui ont permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place des points d'échange en IPv6. Et donc, il y a le projet TISTIRE, qui est également un projet intéressant et qui a été appuyé par Afrinic depuis 2007. Nous avons également le projet au niveau de l'île Maurice. Il y a eu la mise en place d'une task force et une politique de migration vers l'IPv6. Et le gouvernement de l'île Maurice a donné le feu à l'organisation qui s'appelle ICTA. Allô? Allô? OK. Donc, il y a le projet ICTA, qui est un projet de gouvernement de l'île Maurice pour appuyer l'IPv6. Et donc, le gouvernement s'est donné jusqu'en 2015, d'ici 3 ans, pour que la plupart des réseaux, 99% des réseaux de l'île Maurice, soient migrés en IPv6. Et pour ce faire, d'ici le mois d'octobre, d'ici fin octobre, nous avons une formation pour tous les ingénieurs et tous les ingénieurs de réseau des opérateurs à l'île Maurice pour pouvoir les appuyer dans cette politique. Nous avons aussi des programmes concernant, par exemple, au Soudan, où nous sommes en train de travailler avec le gouvernement soudanais pour la mise en place d'une politique de migration, une politique nationale de migration vers l'IPv6. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place un meeting. OK, nous préparons un meeting pour informer davantage la communauté soudanaise concernant les avantages de migrer en IPv6 et avec l'appui des différents opérateurs locaux. Donc, le 24 au 29 novembre, nous aurons un meeting à Afrinic 17 et tous ceux qui sont intéressés par rapport à l'IPv6 sont cordialement invités, et que ce soit le gouvernement, que ce soit les différents opérateurs, que ce soit les universités. Et donc, tous ceux qui participent présentement à ce webinaire sont cordialement invités à participer à ce meeting 17 d'Afrique. Et ce sera l'occasion pour nous de pouvoir échanger davantage avec les participants sur les politiques que Afrique a mises en place vis-à-vis non seulement du gouvernement, des opérateurs, également du grand public. Donc, voici brièvement les politiques qui ont été mises en place et les quelques chiffres que nous avons. Donc, pour me résumer, aujourd'hui, l'Afrique se trouve autour de 13,47% des réseaux qui sont accessibles aujourd'hui en IPv6. Et ce, grâce au dynamisme des différents ISP et de la politique qu'Afrique met en place suivant les suggestions et recommandations du servant. En tout cas, j'ai fini et je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci. Allô? Merci Arthur pour cette présentation très complète. Je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation de Sonatel. Est-ce qu'il y a un collègue de Sonatel avec nous aujourd'hui? Apparemment pas. Arthur, est-ce que tu peux redonner le rôle de présentateur, s'il te plaît? Le nom du présentateur? Je pense que ce sera moi, Christian. Ok, je te donne, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Merci. Ok, merci.
Est-ce que vous voyez la présentation? Je vois la présentation, Christian. Très bien, merci. Donc, en l'absence de mes collègues de Sonatel qui vont peut-être nous rejoindre, j'ai préparé rapidement une présentation qui fait un état des lieux pour ce qui concerne l'expérience Sonatel. Alors, c'est une présentation qui rappelle d'abord l'expérience de Sonatel, avec en particulier la mise en place d'un projet IPv6 en 2 phases, avec des discussions qui avaient été initialisées en 2009 avec mes collègues de Sonatel. Et puis un transparent qui résume les principales réalisations jusqu'à présent, ainsi que une description de ce qui est en train de se passer, puisqu'on a défini avec les collègues de Sonatel un programme d'activité pour cette année. Et puis je terminerai cette présentation par quelques résultats statistiques intéressants sur l'implication de Sonatel dans l'événement IPv6 World Launch qui a été lancé le 6 juin dernier. Alors, comme je l'indiquais en introduction, c'est un projet qui se déroule en fait en deux phases. D'une manière très générale, lorsque l'on organise un projet IPv6, il y a essentiellement 2 données d'entrée qui vont définir finalement à la fois les jalons temporels et la nature des livrables qui sont fournis par le projet IPv6. La première donnée d'entrée, c'est la consolidation de l'estimation de la date à partir de laquelle les nouveaux clients de la filiale ne seront plus produits qu'avec l'allocation d'un seul préfixe IPv6 et donc plus d'adresse globale IPv4. Et puis la deuxième donnée d'entrée, c'est l'audit IPv6, c'est-à-dire la capacité d'analyser finalement l'impact de l'introduction d'IPv6 sur les différentes composantes élémentaires d'une chaîne de services. Alors cela concerne non seulement les routeurs d'un réseau IP, mais ça concerne également les plateformes de services, bien entendu les équipements qui sont déployés chez les clients, je pense au CPE que j'évoquais tout à l'heure dans ma présentation, et puis bien sûr, et peut-être surtout, le système d'information, puisque l'introduction d'IPv6 d'expérience montre que le principal système à être affecté, c'est le système d'information, car il faut être désormais capable de prendre en compte le fait qu'un client va bénéficier d'un service de connectivité IPv6 et sera, le cas échéant, reconnu d'une manière complètement univoque par le préfixe IPv6 qui aura été alloué à son CPE. Donc ces deux données d'entrée vont finalement conditionner l'organisation d'un projet IPv6 qu'on a l'habitude généralement de découper en au moins 2 phases. Les phases étant définies en fait par le panel de clients qui seront d'abord migrés vers IPv6, que ce soit des clients entreprises ou des clients grand public, que ce soit des clients fixes ou des clients mobiles. Et puis la deuxième phase consiste à généraliser finalement la disponibilité de services IPv6 pour l'ensemble des services qui sont fournis par la filiale correspondante. Donc pour ce qui concerne le projet Sonatel, la première phase a consisté à se focaliser sur les services résidentiels, et donc en particulier le service d'accès à Internet depuis un équipement installé chez les clients, et en particulier des clients pilotes sur la ville de Dakar. Et puis l'autre service, c'est le service de VPN IPv6 qui adressait principalement les clients entreprises de Sonatel. Donc ça a constitué la première phase qui s'est déroulée typiquement de 2009 à 2011. Et puis la deuxième phase va consister à introduire de nouveaux services à valeur ajoutée qui vont s'appuyer sur les sources du protocole IPv6. Et on avait discuté en particulier avec Sonatel l'opportunité de pouvoir fournir un service d'éducation à distance, de formation à distance, en collaboration avec les académiques sénégalais, et donc typiquement l'Université de Saint-Louis du Sénégal et l'Université de Dakar, mais également le service qui est fourni par mes collègues de Renater, qui est le réseau de la recherche nationale en France. À noter par ailleurs que les universités de Saint-Louis du Sénégal et les universités de Dakar bénéficient d'ores et déjà d'un service de vidéoconférence qui s'appuie sur IPv6 et sur l'utilisation en particulier d'un VPN pour véhiculer le trafic correspondant. Ça faisait partie des réalisations caractéristiques de la première phase du projet. La deuxième phase doit aussi nous permettre
de revisiter finalement les règles d'ingénierie ainsi que les procédures d'exploitation liées à la mise en place des réseaux et services IPv6, en particulier considérant l'évolution du trafic IPv6 et l'évolution globale de Internet qui peut avoir une incidence, par exemple, sur les choix de peering qui peuvent être faits par Sonatel pour récupérer l'intégralité des routes IPv6. Et puis, l'autre aspect important de cette deuxième phase du projet, c'est l'extension du service de connectivité IPv6 aux clients mobiles Sonatel, avec, pour mémoire, une réflexion qui est aujourd'hui engagée sur la mise à niveau des infrastructures mobiles, de façon notamment à optimiser la bande passante à l'accès dans l'infrastructure et la capacité de ne pouvoir établir qu'un seul contexte PDP qui sera utilisé pour véhiculer à la fois le trafic IPv4, mais également le trafic IPv6. Donc là, on est dans une phase de caractérisation de l'impact de l'introduction d'IPv6 sur l'infrastructure de mobile, ce qui va nous permettre, comme donnée d'entrée, de pouvoir définir quels sont les principaux jalons pour introduire IPv6 auprès des clients mobiles de Sonatel. Alors en termes de réalisation, c'est un transparent qui est un peu vieux, et j'espère que si mes collègues de Sonatel se connectent sur le pont, ils auront l'occasion de pouvoir affiner ce qui est consigné dans ce transparent. Donc en termes d'historique, en fait, un déploiement pilote a été organisé pour qualifier finalement le bien fondé des recommandations d'ingénierie et des procédures d'exploitation, cette fois-ci caractéristiques de l'environnement de Sonatel. Et donc c'est ainsi qu'une dizaine de Cisco 877 ont été installés chez des clients à Dakar pour leur permettre de bénéficier du service d'accès à Internet via IPv6, et puis la mise en place du service VPN en collaboration avec la structure OBS du groupe Orange, OBS signifiant Orange Business Services, qui elle s'appuie sur une migration de l'infrastructure du backbone chargée de véhiculer le trafic entreprise pour mettre en place des VPN selon une ingénierie 6VPE qui est très comparable à ce que l'on connaît typiquement dans un environnement de VPN BGP MPLS défini par le RFC 4364. Simplement, l'information qui est échangée entre les routeurs PE n'est plus une route VPN, mais une route IPv6. Et puis, on est en train de travailler sur une ingénierie multicast destinée à véhiculer le trafic IPv6 correspondant à ce service de formation à distance que j'évoquais. Et ça s'inscrit typiquement dans la deuxième phase qui débute cette année. Le projet a commencé par la mise en place d'une session de formation. Ça, c'était en octobre 2009, qui s'est étalée sur 2 jours. On va d'ailleurs reproduire une session de formation pour les collègues non seulement de Sonatel, mais des pays limitrophes. Je pense en particulier aux collègues d'Orange Mali et de Guinée-Conakry, puisqu'une nouvelle session de formation sera organisée à la fin du mois. Sur 2 ou 3 jours typiquement, ce qui nous permet, bien entendu, de discuter avec nos collègues de l'organisation du projet IPv6 correspondant. En termes de livrables, pour ce qui concerne la phase 1, les spécifications architecturales qui décrivent finalement le scénario de déploiement des fonctions IPv6 ont été documentées sous la forme de ce qu'on appelle un DDAT, un dossier de définition d'architecture technique, qui inscrivait en particulier la description de l'organisation du déploiement pilote pour les clients résidentiels ainsi que les clients VPN. Alors une caractéristique du groupe France Télécom, c'est que aujourd'hui, dans la plupart de nos filiales, généralement, nos clients se voient attribuer ce qu'on appelle une Livebox, qui est le nom de l'équipement CPE que l'on installe chez nos clients. Mais on a aujourd'hui très clairement des problèmes de mise à niveau fonctionnel de nos Livebox pour ce qui concerne les équipements CPE qui sont utilisés en particulier par les pays de la zone AMEA et donc les pays de la zone africaine, puisque la génération de Livebox qui est actuellement utilisée n'a malheureusement pas la capacité de supporter les fonctions IPv6 dont on a besoin, et donc à ce titre, l'expérimentation Sonatel a débuté avec l'utilisation de Cisco 877 en lieu et place des Livebox dont la nouvelle génération est-elle prête à se comporter comme un routeur d'all-stack à part entière. Et j'espère que pour les projets qui sont en cours ou qui sont en train d'être mis en place, je pense en particulier au travail qui a déjà été initialisé par mes collègues de Mauritius Telecom, on aura la capacité de pouvoir utiliser des Livebox conformes finalement à la charte du groupe France Télécom pour la fourniture d'un service de connectivité IPv6. Un point important que je n'ai pas encore mentionné dans l'organisation d'un projet IPv6,
c'est l'aspect de communication, c'est-à-dire la capacité qui vous est donnée de mettre en place une véritable stratégie de communication autour d'IPv6, de façon non seulement à consolider et à démontrer votre leadership technique, mais également à évangéliser auprès de vos clients sur le thème d'une évolution globale de l'Internet. Et donc à ce titre, on avait pu organiser, notamment à l'occasion du salon CIVIT qui a eu lieu à Dakar en octobre 2010, 2 conférences sur IPv6 qui a attiré beaucoup de visiteurs, et on a reçu un feedback extrêmement positif de ces visiteurs, et ils ont été visiblement très sensibles au sujet IPv6 et à la manière dont Sonatel abordait ce sujet pour la fourniture de services IP à valeur ajoutée. Alors maintenant, en termes d'organisation de projet, on a également formalisé ce projet, puisque le projet de Sonatel IPv6 constitue un projet référent pour une bonne partie des filiales du groupe situées en Afrique, à la fois en termes d'organisation, à la fois en termes techniques, mais également à la fois en termes financiers, puisqu'évidemment, l'introduction d'IPv6 a un coût, et ça, c'est un coût que l'on a pu consolider notre avant grâce à l'expérience Sonatel. Pour terminer, voici quelques statistiques sur ce qui s'est passé depuis le 6 juin dernier avec la mise en place de l'événement IPv6 World Launch. Donc vous pouvez constater bien sûr que le serveur de Sonatel est maintenant accessible en IPv6. C'est probablement l'un des tout premiers serveurs à être disponible avec le serveur de mes collègues d'Orange Uganda qui a été mis en place à la fin du mois de juin. Ça, ce sont des statistiques qui m'ont été remontées par mes collègues de Sonatel au début du mois de septembre. Et donc, j'imagine que les chiffres ont évolué depuis. Mais vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de visiteurs qui étaient essentiellement sénégalais, qui ont pu constater l'accessibilité IPv6 du site Sonatel, et puis aussi une domination assez importante des visiteurs, des internautes chinois qui ont effectivement accédé au site Sonatel en IPv6. On a pu constater donc au début septembre que le nombre de hits était de l'ordre d'un peu plus de 300 par jour en moyenne, avec une moyenne d'une trentaine de sessions par utilisateur. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire pour ce qui concerne l'expérience Sonatel. S'il y a des collègues de Sonatel qui nous ont rejoints, qui n'hésitent pas à s'exprimer pour donner plus de détails, on est en train encore une fois de travailler avec eux sur la manière dont on va introduire IPv6 dans les infrastructures mobiles, et puis bien sûr mettre en place cette expérience de services de formation à distance, notamment en collaboration avec Renater, ce qui passe par le déploiement d'une ingénierie IPv6 multicast. Voilà, je vous remercie. Je pense que l'on peut maintenant passer à une session de questions-réponses. Je peux peut-être passer la parole à David de l'ISOC, s'il est toujours avec nous. Je vois que nous avons une question de Mireille Unji. Je pense qu'elle portait sur la présentation d'Arthur. Donc peut-être que si Arthur est avec nous, il peut répondre à la question qu'a exprimée Mireille sur le chat. Je suis présent. Yeah. Je veux voir la... Where's... Yeah, ok. Je fais partie du comité national de développement de IPv6 en Côte d'Ivoire lancé par le ministre de la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir si Afrinic pourrait accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus et comment elle pourrait le faire. Ok. Mireille. Let me reply. Ok. Je voulais tout simplement dire que, effectivement, nous, au niveau d'Afrinic, nous avons un département
qui est le IPv6 programme, qui est piloté par Hicham, et donc supervisé également par moi, pour pouvoir appuyer tous ceux qui demandent l'expertise et l'accompagnement d'Afrenic. Ils n'ont tout simplement qu'à s'adresser à nous. Et nous allons avoir une séance de travail afin de pouvoir comprendre leurs besoins et mettre en place une politique commune en vue de pouvoir très rapidement les appuyer dans le développement de leur projet. C'est ce que je pourrais apporter très brièvement. Je peux laisser mon email adresse tout à l'heure à Mireille pour qu'elle puisse très rapidement me contacter et je pourrai l'appuyer dans son besoin. Voilà. Okay. Merci Arthur pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois une question d'Igouma. Quelle est la perspective IPv6 pour Orange Cameroun? Bien, je ferai une réponse un peu générale qui consiste à dire que on peut mettre en place une réunion spécifique pour discuter à la fois des perspectives de développement, des perspectives de croissance et la manière avec laquelle on peut organiser un projet IPv6 ensemble. Je suis bien sûr à ta disposition, Igouma, pour en discuter plus finement sur la base de ce que j'ai pu présenter aujourd'hui en particulier. Ok, merci. Et que faire pour te contacter pour la réunion? Eh bien, ce que je te propose, c'est que tu puisses m'envoyer un message ou je t'envoie un message si tu me donnes ton adresse email. Ok. Je t'envoie l'adresse email tout de suite. Très bien. Alors, une question de Johnny. Bonjour Johnny. Quelle est la recommandation concernant l'allocation des adresses pour un client, /48 ou /56? Alors, comme je l'expliquais durant ma présentation, la stratégie du groupe consiste pour les clients résidentiels à allouer un /56. Alors, techniquement, le choix de la longueur du préfixe dépend en théorie de la politique d'allocation telle qu'elle est définie par le registre régional. Donc, typiquement, en Europe, puisque l'on dépend du RIP, et que le RIP a rendu plus flexible sa règle d'allocation, on a effectivement la capacité d'allouer d'autres préfixes, enfin des préfixes d'une longueur différente qu'un /48 qui est en principe la valeur par défaut. En principe, en Afrinic, sur la zone Afrique, vous êtes censé allouer des /48 à vos clients, mais si Arthur est toujours avec nous, je pense que c'est une règle qui peut être rendu plus flexible parce que je pense que la plupart des clients n'ont pas besoin d'un espace aussi vaste qu'un /48. En l'occurrence, un /56 suffit très largement pour couvrir les besoins d'adressage de vos clients. Donc ma recommandation serait allouer un /56 par défaut. Arthur? Donc, je voulais corroborer ce que tu disais tout à l'heure, c'est que nous, le minimum qu'on offre aujourd'hui, c'est du /48 pour un client final. Maintenant, pour NISP, c'est un /32. Mais nous pouvons, en fonction des besoins du nombre, voir si nous pouvons lui donner moins que ça. Mais le minimum, en général, selon notre politique, selon notre politique en interne, le minimum que nous offrons à un client final, c'est le /48.
ce qui est suffisamment intéressant pour pouvoir couvrir tous ces besoins présents et puis bon, voilà, pour quelques mois à venir. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci pour cette précision, Arthur. Johnny, est-ce que ça répond à ta question? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christian, j'ai une question à poser. Vas-y. Et donc, ma question est la suivante. Oui, ma question est la suivante. Nous avons, à la fin de ce mois d'octobre, un workshop au niveau d'Aflenic, au siège d'Aflenic, organisé par Aflenic et Orange, Orange et pas mal d'entreprises locales de Maurice. Donc, je voulais savoir si Orange a été informé de cette session de formation sur les PV6 et si oui, est-ce que votre participation est confirmée? Alors, c'est Christian. Je suis pas sûr d'avoir les détails pratiques pour cette formation, mais on peut effectivement y participer d'une façon qu'il faut qu'on définisse, quoi. Quelles sont les dates exactes? Oui, les dates de cette formation sont du 19 au 21, du 19 au 21 de ce mois. Allô? Allô? Oui, Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, voilà. Oui, je viens de recevoir la nouvelle date parce qu'elle a été changée suite à un déplacement du ministre des Télécommunications. Donc, les dates définitives sont le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre. Du 29 au 1er novembre. 29 octobre au 1er novembre, c'est ça? Voilà, du 29 octobre au 1er novembre. Voilà. Et c'est une formation qui a lieu où? Qui a lieu au siège d'Aflenic, au Raffles Tower, c'est à la Université d'Eben. Voilà. Et donc, nous souhaiterions l'implication ou la participation surtout de Orange, vu les rapports que nous avons avec Orange, Maurice, et nous souhaiterions que vos éléments soient plus représentés, ce que les autres sont en train de prévoir. Je ne vais pas pouvoir te répondre tout de suite. Est-ce que je peux t'envoyer un message? Okay. Oui, tu pourras m'envoyer un message. D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors bonsoir. Je me présente, moi je m'appelle Denis Bini, je sais pas si vous m'entendez. Alors Christian, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je t'entends, Bini. Voilà. Alors bonsoir, monsieur Nguessan Arthur. Oui, Bini. Alors, comme je le disais en privé, je disais que moi je suis sur Rascomstar. Rascomstar, donc c'est l'opérateur satellitaire de l'Afrique. Et je sais qu'en termes, on aura besoin, on est beaucoup très intéressé aux adressages de IPv6. Mais j'ai vu aujourd'hui que le séminaire ou la conférence est beaucoup dédiée aux ISP. Bon, nous, pour le moment, je crois qu'on est des utilisateurs finaux, comme vous l'avez dit. Je voudrais d'abord vous dire merci pour nous associer déjà à cette présentation, mais en même temps prendre les
disons, le processus pour voir comment une entreprise comme nous peut directement donc s'approprier ses propres adresses. Est-ce qu'il faut qu'on passe par l'opérateur local qui nous donne l'accès à Internet ou on s'adresse directement à Afrinic? Et là, je le dis parce que nous sommes sur plusieurs sites. Nous sommes en Libye, nous sommes au Cameroun et nous serons sûrement dans d'autres pays africains. Comment va se passer? Est-ce qu'on aura un pool d'adresses pour l'ensemble, pour toute la compagnie qui va être redistribuée de part et d'autre, ou nous allons prendre un pool d'adresses par pays où nous serons représentés? Ok. J'aimerais, je te remercie beaucoup, Béni, pour la question. Oui. Et donc, nous avons deux types de membres au niveau d'Afrinic. Oui. Afrinic n'est pas composé seulement d'ISV. Il y a également des utilisateurs finaux, comme des universités, comme des entreprises, et il y a également ce qu'on appelle les local Internet Registry, qui sont des ISV. Donc, vous avez la possibilité de vous adresser directement à Afrinic pour pouvoir acquérir des adresses selon vos besoins. D'accord. Et on va le faire, disons, pour toute l'entreprise ou on le fait par pays. Alors, actuellement, je suis au Cameroun et on a notre présentation en Libye. Vous pouvez le faire une fois que l'entreprise est présente en Afrique Oui. et qu'elle a le droit d'opérer ses activités en Afrique, Oui. elle peut directement s'adresser à nous. Maintenant, vous pouvez prendre un pot d'adresse et puis la louer à l'ensemble de vos sites qui sont partout en Afrique. Ou bien vous pourriez également, en fonction de la législation locale, décider que chaque entité puisse s'adresser directement à Afrinic afin de pouvoir recevoir le bloc d'adresse à utiliser selon le territoire sur lequel il opère. D'accord. Merci beaucoup, M. Nguessan. Je suis ravi. Donc, y a-t-il d'autres questions? Ah, une question de Johnny. La recommandation sur la longueur maximale du préfixe pour le BGP Advertisement sur l'Internet entre opérateurs. Alors, ça, c'est une question qui fait pas mal de débats aujourd'hui. Il y a une règle tacite que je vous encourage fortement à mettre en œuvre et à respecter, qui est que vous ne devez pas annoncer des préfixes d'une longueur supérieure à /48. Et idéalement, il faudrait même éviter d'annoncer des /48 et plutôt annoncer des préfixes de longueur plus courte. Sachant que ça dépend évidemment de la politique de peering que vous avez pu négocier avec les autres opérateurs, sachant également que j'ai appris récemment qu'il y a des opérateurs en Russie notamment qui n'hésitent pas à annoncer des /64. Ce qui n'est certainement pas la meilleure chose à faire, de façon à s'éviter des situations telles que celles que l'on connaît aujourd'hui pour l'Internet IPv4 avec un nombre de préfixes annoncés, une longueur moyenne de préfixes qui est de l'ordre de /24, ce qui est quand même extrêmement mauvais par rapport aux ambitions initiales du classless interdomain routing. Donc la recommandation, c'est d'annoncer des préfixes d'une longueur qui ne sera pas en deçà du /48. Enfin, idéalement, annoncer plutôt un /32 qu'un /48, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça répond à la question, Johnny? Ok. Alors, nous avons une autre question d'Eric Ngoma. Nous sommes un jeune FAI basé au Gabon. Nous sommes connus sous le nom d'IPI9. Nous sommes intéressés par le projet IPv6. Quels sont les projets d'Afrenic prévus pour le Gabon? Quels sont les partenariats que notre FAI peut développer avec vous? Je pense que c'est une question pour Arthur.
Arthur? Donc, oui, nous avons, comme je l'ai dit lors de ma présentation, nous avons pas mal de projets pour accompagner tous les différents opérateurs ainsi que les utilisateurs finaux pour le projet de migration d'IPv6. Nous avons notre formation, les formations que nous donnons. Et cette année, nous avons prévu être au Gabon. Malheureusement, l'organisateur a eu des inconvénients, donc la formation a été repoussée pour l'année prochaine. Mais comme je l'ai dit, nous avons en novembre au Soudan le meeting d'Afrique et tous ceux qui sont intéressés par les projets d'appui de la part d'Afrique peuvent également prendre part à cette rencontre. Il y a également, ils peuvent accéder directement à notre site web où ils pourront rentrer en contact avec nous et pouvoir exprimer leurs besoins et mon équipe se fera plaisir de pouvoir les assister. Et nous avons, comme j'ai également souligné dans mon slide, tous les opérateurs, tous les membres d'Afrique, qu'ils soient opérateurs ou pas, qui sont déjà détenteurs d'adresses IPv4, peuvent gratuitement obtenir des adresses IPv6 pour leur projet. Voici brièvement comment nous pourrons les appuyer. D'abord, qu'ils prennent contact avec nous. Ensuite, nous discuterons avec eux concernant leur projet en détail et nous pourrions aisément les appuyer. Merci Arthur pour cette réponse. Eric vient de communiquer son adresse email sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Je pense qu'on arrive au terme de cette session. Par conséquent, je voudrais vous remercier tous pour votre participation et votre attention. Je pense que l'ensemble des présentations seront mises à votre disposition par Kevin une fois la session terminée. Et bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et on souhaite bien sûr que vous rencontriez le plein succès dans le déploiement d'IPv6 en Afrique. Merci à tous et à bientôt.